en direct. Tu, tu peux partager le live. Alors, je ne le vois pas, je ne suis pas sûr de le voir apparaître sur ta page. Quelques instants. Dès que le partage est effectué, on pourra commencer. Toi, tu l'as déjà fait? Oui, En fait, je suis sur ta page, mais je ne vois pas apparaître le live, en fait. bon, je vais te le partager. Je pense que c'est mieux. Normalement, tu es identifié, c'est bon. Je t'ai identifié. Ouais. Ok, là, c'est bon. Ok, là, je viens de le partager. C'est bon. C'est bon, parfait. On va peut-être attendre que quelques personnes arrivent. Bon, nous allons commencer. Bon, je vais dire au bonsoir alors. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes avec Bokar Ba, plus connu sous le nom de Bokar Omar Ba. Bokar Omar Ba est sociologue, socio-anthropologue et homme politique. Donc, je tiens toujours à préciser qu'il est socio-anthropologue parce que dans la scène politique, il est très rare de voir un homme politique euh, qui, qui endosse aussi une, qui a une double casquette. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je vais te laisser. On se tutoie. Grand Boca, c'est Pas de quelqu'un que je souci. connais. Donc, on se tutoie. Je vais te laisser le soin de te présenter. Ben, je pense que tu l'as suffisamment bien fait. Je suis donc Bokar Oumarba. Je suis effectivement plus connu sur Facebook sur le côté militant parce que je suis effectivement assez présent sur les questions politiques, sur le militantisme au quotidien. Mais c'est vrai que l'aspect un peu universitaire de formation est quelquefois mis en sourdine par rapport à l'activité politique qui est beaucoup plus, peut-être beaucoup plus visible.
Alors, du côté du parcours, effectivement, j'ai, moi, été, comme tout bon Mauritanien, faire mes armes à l'école primaire dans ma ville natale de Kédi, ensuite le collège et le lycée. Et à la fin du lycée, j'ai été, par des circonstances là aussi militantes, amené à poursuivre mon bac au lycée arabe de Nouakchott. Lycée arabe, mais pas en arabe, hein. Ça s'appelait comme ça à l'époque, mais c'était quand même un lycée dans lequel on a fait plutôt français. Et ensuite, j'ai fait effectivement une première formation universitaire en philosophie, une maîtrise de philosophie. Ensuite, j'ai été taquiné le métier de presse, de journalisme indépendant. C'était à l'époque où la presse indépendante était naissante. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années, 4-5 ans, avant de venir ici en France. Et à partir d'ici, j'ai poursuivi mes études universitaires en sociologie et en ethnologie, donc anthropologie, on parle un peu anglo-saxon. J'ai fait donc ce qu'on appelait à l'époque, je sais que ce n'est plus le bon vocabulaire, qu'on appelait le DEA, donc diplôme d'études approfondies en ethnologie, et le DESS, pardon, le diplôme d'études supérieures spécialisées, qui correspond à Master 2, les deux d'ailleurs, l'un qui ouvrait sur la recherche, donc le DEA, et l'autre qui ouvrait plutôt sur une voie de professionnalisation, donc le DESS, qui appelait à l'époque Ville et Conflit, donc qui faisait le tronc commun à la fois entre la sociologie, la démographie et l'anthropologie. Voilà. J'ai été faire un début de thèse, on va dire. J'ai commencé une thèse sur la question foncière en Mauritanie pendant 2 ans et puis finalement, je n'ai plus eu le goût de poursuivre parce que déjà, cela supposait d'avoir le temps d'aller sur le terrain. Et si je dis sur le terrain, c'était à la fois sur le terrain mauritanien et sur le terrain sénégalais parce que c'est supposé de faire des enquêtes de terrain autour de la vallée du fleuve Sénégal. Je n'ai pas eu la force ni le courage de poursuivre cela. Et puis bon, les circonstances de la vie faisant, les priorités devenaient autres. Et donc, j'ai préféré travailler plutôt que de poursuivre des études de chercheur. Donc, tu as été un passionné de sociologie. C'est ce que rapportent d'ailleurs certains de tes enseignants qui regrettent de ne pas t'avoir vu prendre la craie. Ah oui, je vois de qui tu parles. Oui, exactement. Et cela revient souvent dans mes discussions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tes études en sociologie, la connaissance du terrain et autres qui t'ont permis d'aller sur les terrains du militantisme ou d'aller sur le terrain de la politique? Non, c'est peut-être même l'inverse en fait. Donc le militantisme, pour les gens de ma génération, le militantisme, c'est une fièvre qui vous attrape sans même que vous en preniez forcément conscience, puisque quand moi j'étais jeune collégien puis lycéen à Kédi, nous sommes en plein milieu des années 80, donc qui dit en plein milieu des années 80 dit 1986 avec l'arrestation justement du bureau politique des Flammes avec le manifeste du Négro mauritanien opprimé, dit 1987 avec l'assassinat, l'assassinat, oui, plutôt de Sibassar, dit 1989 avec les événements que tout le monde connaît, et puis 1990. Donc ça, plus ou moins tous ceux qui avaient un peu une forme de conscience politique devaient à cette époque-là s'engager, sinon c'était comme si vous trahissiez un serment. Vous n'avez pas prononcé d'ailleurs. Non. C'était un peu une question générationnelle. Et puis à l'époque, faire grève au lycée ou au collège, ça faisait partie un peu de ce qui vous forgeait et ce qui presque vous rapprochait d'une forme d'identité. Parce que c'était aussi l'époque où 86-87, c'est Thomas Sankara hein, au Burkina Faso. C'est Rawlings, c'est un peu cette génération-là qui faisait rêver et qui faisait, quand on était lycéen, on avait un peu envie d'arborer une casquette de révolutionnaire et puis de faire comme. Donc là, il y a une question identitaire qui fait que tout le monde prenait un peu goût au militantisme politique. Certains, certainement plus que d'autres, et j'en ai probablement fait partie, et qui fait que finalement, on s'intéresse aussi aux questions qui vous enrichissent sur le plan politique, sur le plan militant. Donc forcément, quand j'ai le bac, la première idée, c'était d'aller faire du droit. Et ensuite, j'ai été happé par la philosophie parce que c'était un peu plus politiquement incorrect et que ça permettait de venir bousculer aussi d'autres questions, d'autres convictions, et puis de bousculer un peu l'ordre établi, quoi. Et donc, c'est finalement peut-être même l'esprit militant qui m'amène dans mes orientations universitaires, en définitive. C'est plutôt dans ce sens-là, je pense que les choses se sont présentées.
Merci. Ce soir, notre sujet, là, on va aller droit au but et vers les questions. Notre sujet est comment faire nation ensemble. Comment faire nation ensemble face à la situation sociale et politique en Mauritanie. Donc, faire nation ensemble, c'est une expression, je dirais même un concept que tu as mis en avant pendant ta campagne électorale ici au niveau de la diaspora. C'est une Oui, expression, tu m'entends? oui, oui, je sais, Oui, pardon. c'est une expression que tu as mis en avant pendant ta campagne électorale au sein de la diaspora. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qui a forgé cela? Qu'est-ce qui a motivé cela dans un contexte politique où certains ici en Europe parlent de scission, d'autres parlent de créer des mouvements communautaires, d'autres. Mais toi, tu es allé dans le sens de faire nation ensemble. D'où te Oui. vient cette idée? Alors, c'est une idée que j'avais déjà plus ou moins expérimentée, mais de manière peut-être un peu moins audible en 2019. C'est étonnant que cette année, ça ait été entendu, alors qu'en 2019, quand j'étais porte-parole de Kanhamid Babo, j'ai beaucoup défendu cette idée auprès de lui. Parce que souvenez-vous qu'à l'époque, ce qui était un peu à l'œuvre dans notre campagne politique, c'était le vivre ensemble. Moi, je trouvais que le vivre ensemble, et je l'ai dit en coulisses à Feu Kanhamid Baba Mondindi, dans nos échanges, je trouvais que le vivre ensemble avait certainement une vertu qui était très entendable dans l'oreille des Mauritaniens, mais je trouvais que ça faisait un peu mou de vivre ensemble. Ce n'est pas ambitieux, ce n'est pas un projet, vivre ensemble. Je trouvais que ce n'était pas très ambitieux. Donc, je lui avais proposé plutôt d'aller vers le faire nation ensemble. Mais bon, le vivre ensemble avait déjà été tellement vendu que finalement, quand bien même pendant si vous écoutez les différents échanges, les débats que j'ai eus à l'époque en tant que porte-parole de Amidou Baba, j'ai déjà évoqué cette idée de faire nation ensemble. Mais c'était moins entendu que le vivre ensemble qui était plus en vogue et qui avait été repris à la fois par ceux qui voulaient nous attaquer. Donc forcément, ça donnait à cela un cachet médiatique beaucoup plus audible que mon faire nation ensemble, dont j'estimais qu'il s'inscrivait bien plus davantage dans ce que nous souhaitions faire comme projet politique, que le vivre ensemble, qui est un constat froid. Parce qu'on vit ensemble de toute façon, qu'on le veuille ou non, en Mauritanie, on vit ensemble. L'idée de faire nation ensemble, je pense que dans cette expression, ce que je veux que les gens entendent, c'est plus faire que nation. Dans l'idée de faire, il y a quand même quelque chose qui renvoie aussi vers comment la Mauritanie elle-même, la nation mauritanienne a été construite ou on a tenté de la construire. Je trouve que contrairement à vivre ensemble et contrairement à la cohabitation, à tous ces termes qui un peu, on va dire, habitent le langage politique mauritanien, dans l'idée de faire nation ensemble, il y a l'idée de débuter ensemble quelque chose. Et en plus, je trouve que ça a une parfaite résonance avec l'histoire même de la construction du pays. Parce que nous sommes quand même un pays qui, à l'indépendance, n'était pas obligé d'être un. Il y avait déjà le débat qui est redevenu visiblement actuel quand j'entends Mondine d'Isirekan agiter le maïs et l'idée de l'autodétermination. C'est déjà le congrès d'Alec en 1958 que cette idée germe chez certains. Donc ça veut dire que la Mauritanie n'était pas une évidence. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Maître Mokhtar Ozdada parle de la Mauritanie contre vents et marées. Et quels sont ces vents, quelles sont ces marées? C'est qu'ils existaient, ces vents et ces marées. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une évidence à ce que la Mauritanie exista en tant que nation. Et d'ailleurs, selon mon analyse personnelle, c'est que la nation n'y est pas. Elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce qui a été produit finalement par l'action politique a été une action. Donc il y a eu en faire, mais l'ensemble manquait. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans l'idéologie de construction nationale une orientation qui n'a été voulue que par une intelligentsia particulière. Pas par l'ensemble des composantes mauritaniennes, l'ensemble de leur intelligentsia, il n'y a pas une vision commune de la Mauritanie. C'est pour cette raison que nous avons des gens qui, lorsqu'ils parlent de la Mauritanie, très facilement regardent plutôt du côté du Maghreb arabe, du côté en tout cas de l'arabité, et d'autres, quand ils parlent de la Mauritanie, sont davantage dans la contestation de cette orientation que dans l'idée même de construire ensemble quelque chose. Ça, c'est plutôt le côté négro-africain. Souvent même, quand la réflexion n'est pas assez poussée,
La résistance à l'orientation première, c'est-à-dire la construction première de la Mauritanie qui consiste à la rapprocher plutôt du monde arabe et presque exclusivement au monde arabe, la résistance va davantage consister à nier même la mauritanité de ceux qui pourtant sont choqués par le fait qu'ils sont exclus. Par exemple, le fait très facilement de passer son temps à dire bon, c'est pas un pays. Bon. D'aller même dans les années 80-90, moi je me souviens, c'était même presque politiquement correct quand il y avait un match Mauritanie contre un autre pays africain de supporter l'autre pays africain. C'était une manière de contester ce qui était l'ordre établi. Au lieu d'être dans la proposition, on est dans la contestation. Donc, mon idée de faire Nation Ensemble, c'est de dire que finalement, ce qui a été fait n'est pas satisfaisant. Et on le sait que ce n'est pas satisfaisant. Si nous traversons aujourd'hui ce que nous traversons, c'est bien parce que finalement, ce qui a été construit jusque-là est peut-être tout sauf une nation. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment nous pouvons, en amont déjà, réfléchir à nouveau ensemble sur ce que nous voulons faire ensemble. Si c'est une nation, vous connaissez le vieux débat entre l'idéologie allemande de la nation et l'idéologie française de la nation, entre Renan et les Allemands qui considèrent que la nation doit être prise au sens latin du terme, serré, donc quelque chose qui relève de la naissance, donc de l'ethnicité, donc une communauté qui vit ensemble dans un même territoire, avec une même langue, une même culture, une même origine, c'est surtout l'idée de l'origine commune. Cette acception de la nation ne peut jamais être vraie en Mauritanie. Parce que de toute façon, nous n'avons pas des origines communes. Il suffit de pousser à quelques siècles dans l'histoire. Certains viendraient du Yémen, d'autres étaient déjà là bien avant, et d'autres sont venus peut-être plus tard. Donc, nous n'avons pas les mêmes origines, nous n'avons pas les mêmes langues, nous avons peut-être des cultures pénétrées, mais certainement pas à l'origine les mêmes cultures. Donc, l'idée de nation au sens où les Allemands l'ont entendu au 19e siècle ne correspond pas à ce qu'on a en Mauritanie. Que nous reste-t-il alors? Un seul choix, c'est de faire ensemble une nation dans la vision de la Révolution française, par exemple. L'idée d'une commune volonté de vivre ensemble. Et ce n'est pas seulement le vivre ensemble, comme je l'ai décrié tout à l'heure, c'est volonté de vivre ensemble, dans une construction commune. Faire nation ensemble, donc c'est plutôt cela, l'idée de faire nation ensemble. C'est une volonté de dire, ce qui a été fait jusque-là ne va pas. Remettons-nous autour de la table, réfléchissons ensemble, comment maintenant on peut faire nation ensemble. On peut construire ensemble ce que nous allons finalement définir comme une nation. Mais ça suppose évidemment de confronter les différentes visions, les différentes volontés, et seulement à l'issue de la confrontation des idées, nous nous entendons sur une démarche d'ensemble. Le vivre ensemble suppose l'acceptation des pluralités culturelles. C'est-à-dire, nous sommes en Mauritanie, il y a plusieurs composantes. Certaines personnes parlent d'ethnie, d'autres vont jusqu'à dire communauté socio-linguistique ou groupe. Donc, si le vivre ensemble suppose l'acceptation des pluralités culturelles, faire ensemble, est-ce accepter l'autre dans sa différence ou est-ce construire ensemble une nation à partir d'une citoyenneté? Et aujourd'hui, on sait que la Mauritanie est un pays qui est traversé par le capitalisme fleurant et la féodalité. Donc, on est dans des régimes, dans un régime féodalo, dans un système même, s'il faut dire, féodalo, esclavagiste, raciste quelque part. Parce que quand on parle de vivre ensemble, c'est qu'il y a problème. Si les gens vivent ensemble et qu'il n'y a pas de soucis, on ne va pas parler d'unité nationale et autres. Donc aujourd'hui, dans ton concept de faire nation ensemble, est-ce qu'on va aller de l'idée de citoyenneté ou on va aller de l'idée d'individu issu d'une communauté sociolinguistique? Que faire? Comme dirait Alors, l'autre. vous savez, dans l'idée qui va généralement avec l'idée de vivre ensemble en fonction des communautés déjà existantes, dans le respect de ces communautés, va avec l'idée du respect des différences. Hein. Donc, l'idée généralement d'ailleurs très populaire, c'est le droit à la différence. Moi, je crois fondamentalement au droit à l'indifférence dans le cadre d'un État-nation. Le droit à l'indifférence, c'est-à-dire, c'est l'idée que si moi je suis en Mauritanie, je souhaite qu'on voit à travers moi tout sauf le fait que je suis peul, noir, torodo ou que sais-je. Je veux juste qu'on voit en moi le Mauritanien.
Or ça, vous voyez, c'est une ambition et c'est une volonté. Et on sait que ce n'est pas évident. Et on sait que nous sommes constitués effectivement de groupes sociolinguistiques, que nous sommes constitués de cultures et que les gens sont très attachés à ces choses-là. Est-ce que cela veut dire que si nous décidons demain de construire une nation ensemble où la citoyenneté unique est notre seul objectif, est-ce que cela veut dire que c'est l'écrasement de toutes les différences culturelles? Non. Je pense simplement que l'idée de faire nation ensemble suppose à minimum une forme de renonciation. Une renonciation, en tout cas, à une revendication d'un enfermement, c'est-à-dire l'idée que j'appartiens à la communauté Peul n'est pas choquante, mais si je ne me définis a priori qu'à travers cette idée-là, en tout cas sur le plan politique, c'est un problème pour la nation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nation. Il peut y avoir le vivre ensemble. Vous savez que vous allez, par exemple, en Grande-Bretagne, ben, l'ethnicité, bon, alors, ce terme ne veut jamais rien dire en anthropologie, mais bon, retenons-le, les communautés existent, vivent ensemble. Donc le vivre ensemble existe. Mais pas dans l'idée d'un vivre ensemble dans l'idée d'une commune volonté de vivre ensemble, mais dans l'idée d'une cohabitation où les gens sont là, se respectent, se regardent. C'est le basique droit à la différence dans la vie anglo-saxonne. A contrario, en France, vous aurez peut-être l'idée qu'il faut s'effacer. Il faut que les différences culturelles s'effacent au profit d'un substrat qui est imaginaire d'ailleurs, d'un français standard qui existerait, bon, certainement à l'image probablement des Parisiens, où les gens seraient renoncés à tout ce qui pourrait faire différence pour constituer un peu quelque chose qui ressemblerait à une identité française. Ça a beaucoup fait débat d'ailleurs lors de la dernière présidentielle. Personnellement, mon idée de faire nation ensemble, c'est l'idée qu'effectivement, pour arriver au droit à la différence, cela doit passer nécessairement par l'étape, non, le droit à l'indifférence, pardon, cela doit passer nécessairement par une étape intermédiaire qui est celle de droit à la différence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser en dépassement sans pratiquer l'étape qu'il faut dépasser. L'étape qu'il faut dépasser, c'est l'étape de la reconnaissance des différences, puisque les gens y tiennent, puisque c'est ça qui a été nié. Ce qui a été nié jusque-là en Mauritanie, c'est le fait que des gens pouvaient exister dans ce qu'ils considèrent comme leur identité première. Mais une fois que cette reconnaissance est faite et qu'on reconnaît aux gens un droit à la différence, l'objectif, c'est de construire une nation qui est le creuset dans lequel l'indifférence devient le principe, au profit de la naissance d'une citoyenneté unique où les gens ne se définiront que par rapport à leur citoyenneté mauritanienne. Bien sûr que cela a une autre vertu, c'est que si nous ne restions que dans l'étape où nous serions dans la logique du droit à la différence, on ne saurait pas où s'arrêter. Parce qu'à l'intérieur même de ces communautés sociolinguistiques, on aurait encore un problème avec par exemple, les castes. On aurait un problème avec, par exemple, moi j'ai été confronté pendant cette campagne à quelque chose de très étrange. Figurez-vous, par exemple, que quand, à un moment, on a voulu me combattre, dans mes concurrents, pas mes adversaires, mes concurrents, c'est-à-dire quelques-uns des candidats qui pouvaient se réclamer du même camp politique que moi, mais qui étaient candidats comme moi, donc forcément nous nous retrouvions en situation de concurrence, on a vu naître, par exemple, le débat entre les Fulbe Aïnabe et Fulbe Teru. Donc les Peuls bergers Aïnabe, donc plus ou moins nomades, ruraux, et des gens comme moi qui sont plutôt citadins, donc qui sont méprisants, ainsi de suite. Vous voyez? Donc finalement, le principe de reconnaître les gens dans leurs différences peut ne pas avoir de limites et peut conduire à l'abîme. Donc c'est pour ça que ça ne peut être qu'une étape transitoire et que l'ultime objectif ne peut être que le dépassement de tout ça pour faire ensemble justement nation, pour construire ensemble quelque chose qui serait le dépassement des enfermements linguistiques, des enfermements communautaires, des enfermements ethniques, mais en ayant aussi réglé toutes les questions qui traversent ces mêmes communautés et qui sont des questions de justice, parce que c'est quand même ça l'idée. Parce qu'appartenir ensemble à une nation qu'on a faite ensemble suppose d'avoir produit quelque chose qui nous donne les mêmes droits. C'est pour ça que la notion de citoyenneté unique est importante. Donc, si nous avons les mêmes droits, ça veut dire que nous avons réglé au préalable les injustices
qui viennent avant même l'idée de citoyen, c'est-à-dire les injustices qui sont à l'intérieur même des communautés. Ça ne peut pas aller Mais au niveau de la citoyenneté, quand on y vient, la citoyenneté, elle se construit d'abord à l'école. Est-ce qu'on a une école républicaine en Mauritanie qui permet aux gens de se façonner? Quand on voit les Rwandais, par exemple, quand ils arrivent au lycée, ils disent j'ai fait mes humanités. J'ai fait mes humanités, ce qui veut dire que j'ai eu les rudiments nécessaires pour affronter le monde. Mais est-ce qu'en Mauritanie, c'est le cas? Parce qu'on a Non, plusieurs écoles. non, justement, l'école est précisément euh, la manifestation même du problème que j'essaie de soulever. C'est-à-dire que quand on voit comment l'école mauritanienne a été construite à travers différentes hésitations, parce que j'appelle pas ça des réformes, ce sont des hésitations, on voit bien ce que ça produit. L'école mauritanienne que moi j'ai connue, par exemple, moi je fais partie de la génération qui, à l'école primaire, a dû choisir les filières. Parce qu'en 1979, il y a eu la grève pour la circulaire 02. Et suite à cela, il a été décidé que les élèves allaient choisir la filière soit arabisante ou la filière dite bilingue, donc ça veut dire la dominante français. Donc, moi, je fais partie, comme tout bon élève négro-africain de l'époque, c'est qu'on choisit la dominante français, donc la filière bilingue. Les gens de la même génération que moi, qui étaient par exemple morts, étaient arabisants de formation. À l'arrivée, nous étions deux citoyens d'un même pays qui ne pouvaient pratiquement pas se parler. Pas seulement parce qu'ils n'ont pas été formés dans la même langue, mais parce que les discriminations provenant de l'État étaient telles que l'élève négro-africain a presque été élevé dans l'idée de la détestation de la langue arabe, en tout cas du rejet de la langue arabe, parce que perçu, et à juste titre, comme une langue de domination, parce que c'est ainsi que l'État l'a imposé. Et l'élève arabisant a été élevé dans l'idée du rejet du français, parce que l'idéologie de l'arabisation de la Mauritanie a présenté les choses de telle sorte que l'introduction de l'arabe constitue aussi une manière de rejeter la langue du colonisateur, donc la langue du Kafre, donc la langue du blanc. Vous voyez? Donc, nous avons deux types de citoyens de la même génération, formés dans une école censée être école mauritanienne, donc une école unique, mais qui non seulement ne parlent pas la même langue, n'ont pas été formés de la même manière, n'ont même pas la même vision, tout simplement, du monde, puisque l'un est tourné vers l'Occident, de par même sa formation, et l'autre est tourné plutôt vers les idéologies nasseristes, bassistes, donc plutôt vers l'Orient. Donc ça, c'est la manifestation même du fait que là, le faire nation ensemble n'a pas été un objectif. On ne peut pas avoir, pour moi, pour objectif de faire nation ensemble si, au préalable, nous ne pensons pas à la question de la réforme de l'éducation nationale pour justement produire un citoyen unique qui sera le produit de se faire nation ensemble. Babacar, à côté de l'intellectuel que tu es aussi un homme politique. Maintenant, la politique, quand on s'engage à la politique, c'est un jour appelé à être candidat ou appelé à gérer les destinées d'une collectivité, d'une localité. Tu as été député, tu as voulu être député de la diaspora pour porter les combats de la diaspora au sein de l'Assemblée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce Alors, qui a marché ou qui n'a pas abouti? ben, ce qui a marché, c'est que ça a été pour moi une belle tribune, en tout cas, pour aller euh, me saisir un peu de quelque chose et dire, laisser et faire passer des messages et dire en tout cas ma vision de la politique, dire un peu les propositions que j'avais pour la diaspora. Ce qui n'a pas marché, si je le savais, sans doute que je serais élu. Mais on peut dire globalement que mon discours n'a certainement pas convaincu de, au point de me faire élire. Ou alors, peut-être dans la manière dont nous avons mené la campagne, il y a certainement eu des ratés. Je pense quand même, si je veux rester totalement objectif, c'est que la manière dont les élections ont été aussi organisées au niveau de la diaspora n'était pas de nature à aider quelqu'un, un candidat comme moi. Pourquoi? Parce que nous sommes une circonscription qui, dans sa grande majorité, a été exclue de l'élection. C'est-à-dire que nous sommes une circonscription Europe où il n'y avait qu'un seul centre d'inscription, c'est Paris. Un seul centre de vote, c'est Paris. C'est-à-dire que les gens qui sont en Belgique, qui sont en Italie, qui sont en Espagne, s'ils voulaient voter, ils devaient prendre leur billet, venir jusqu'à Paris s'inscrire,
repartir et reprendre leur billet pour venir voter et repartir. Avouons que ce n'est pas quelque chose qui est très motivant. Et je pense que les gens qui étaient plutôt proches du pouvoir avaient bien identifié la cartographie électorale et savaient pertinemment que leur électorat se trouvait plutôt en Île-de-France et qu'ils n'avaient pas intérêt à ce que tout le monde puisse voter. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand les différents candidats ont proposé à la CENI au moins d'aller inscrire les gens dans les provinces, puisque l'objet qui permettait d'inscrire, c'était simplement c'était quelque chose qui ressemble un peu au terminal de carte bancaire, c'est quelque chose qu'on pouvait déplacer, et que la CENI a été plus ou moins prêt à accepter qu'on aille dans quelques villes françaises, comme Angers, Lyon, ainsi de suite. Les seuls qui se sont opposés à cela, c'était le représentant de INSAF, c'est-à-dire le parti au pouvoir, et le représentant de Tawasul, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui. Les autres candidats souhaitaient que le maximum de Mauritaniens de la diaspora puissent être inscrits. Donc, ce qui fait que les gens, on peut dire, qui auraient pu, en tout cas, venir combler le gap qui a manqué pour moi, peut-être que se trouvaient davantage en province qu'en région parisienne. Donc ça a objectivement participé sans doute à mon échec à ces élections. Mais aussi, simplement, peut-être parce que je n'ai pas eu le temps de préparation que, par exemple, le candidat du pouvoir a eu, puisque le candidat du pouvoir, même s'il n'avait pas été encore désigné, bon, je ne sais pas s'il avait confiance au fait qu'il serait lui désigné, mais en tout cas, son parti a commencé les inscriptions déjà au mois de janvier, je pense. Ils ont commencé déjà à aller récupérer des cartes d'identité, même si ces cartes d'identité ne permettaient pas d'inscrire à distance. On sait qu'ils étaient prêts, comme que l'électorat, ils avaient déjà été voir leur électorat, ce qui n'était pas notre cas. Moi, par exemple, avec mon équipe de campagne, nous avons presque redécouvert les foyers parisiens. Donc, nous ne partions pas sur les mêmes bases. Et je trouve que finalement, à l'arrivée, le score n'est pas ridicule, en tout cas. Il n'était pas ridicule. Voilà, c'est pas ce que j'espérais. J'espérais vraiment passer au deuxième tour et battre M. Issa Vinsega Diawara au deuxième tour. Je l'ai raté de 84 voix, mais au final, ce n'était pas si misérable que cela. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu aspires à peut-être d'autres postes ou d'autres fonctions ou candidater pour autre chose que la députation? Alors moi, je suis un militant politique, je ne suis pas un carriériste. C'est-à-dire que moi, l'idée, ce n'est pas d'avoir une fonction, ce n'est pas forcément d'avoir un poste. Moi, si demain, une élection quelconque se présentait pour moi comme une opportunité de venir faire passer le discours que je défends au quotidien, parce que moi, mon militantisme, il est quotidien, il n'est pas circonstanciel, il n'est pas lié à des élections. Si je pense qu'une élection est l'occasion de faire entendre ma voix et que je suis le mieux placé dans mon camp pour le faire, j'irai. Mais pour cette raison-là, pas pour devenir moi-même. Parce que comme j'ai dit pendant la campagne, je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent pour un garçon de 53 ans, presque bientôt 54 ans, de commencer une carrière de politicien, c'est-à-dire une carrière de quelqu'un qui veut vivre de politique. Ce serait quand même bien dommage, parce que ça veut dire qu'en attendant, on n'a peut-être rien construit. Et je pense de toute façon que la politique n'est pas un métier. Moi, ma conception de la politique, c'est que ça ne doit pas être un métier. On ne doit pas en vivre. On a un métier dont on vit, et la politique, ça doit être peut-être la plus-value que vous mettez au service de votre pays. La politique, je le rappelais souvent, est la gestion de l'ensemble des capitaux au sein d'une configuration. L'État, la société, tout cela, ce sont des configurations sociales. Maintenant, en Mauritanie, l'actualité est bouillonnante. Nous assistons à la mort, à plusieurs morts d'ailleurs. D'abord, des tortures au sein des commissariats, des arrestations. Nous avons plusieurs quartiers. Nous avons dans certains quartiers des patrouilles nocturnes. Est-ce que le Faire Nation Ensemble a failli jusqu'à en arriver à là, jusqu'à avoir des citoyens de seconde zone et des citoyens qu'on place au-dessus de tout? Tout à Est-ce fait. cela? C'est bien cela. Moi, j'ai l'habitude de parler des Mauritaniens entièrement à part et des Mauritaniens à part entière. Les Mauritaniens entièrement à part, c'est ceux qu'on peut tuer aujourd'hui sans même avoir besoin de s'expliquer. Ce sont ceux qu'on peut arrêter très facilement, simplement parce qu'ils ont manifesté justement leur soutien à quelqu'un qui a été tué. Ce sont des gens qu'on peut arrêter et présenter même comme des étrangers, simplement parce qu'ils ont manifesté. On a raté quelque chose, forcément, dans le Faire Nation ensemble.
C'est bien ce que je déplore, c'est qu'en réalité, cette nation, si elle existe, en tout cas l'idée qu'on s'en fait, a été construite sur la base d'une vision unique. C'est qu'en Mauritanie, on pense qu'être mauritanien, c'est d'abord appartenir à une certaine communauté, c'est avoir une couleur de peau, c'est avoir une langue, c'est avoir un mode de vie quelconque, identifié. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, quand vous prenez le taxi brousse, il peut y avoir des points de contrôle où toi et moi, on va nous demander de sortir nos pièces d'identité parce que nous avons un phénotype particulier et certainement pas notre compatriote mort blanc à côté pour dire crûment les choses parce que peut-être que son phénotype suffit à faire son appartenance à la nation mauritanienne. Donc c'est bien là le problème, c'est-à-dire qu'on considère que justement la citoyenneté a une couleur, a une langue, tout le contraire de ce qu'on a dit avant. Là où la citoyenneté devrait pouvoir soit passer de manière indifférenciée ou alors tellement indifférenciée que pour en faire démonstration, il faut sortir en papier tous, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez Peul, Soninké, Wolof, Bambara, vous devez sortir ce que l'État a reconnu comme vous introduisant dans la nation mauritanienne, c'est-à-dire votre carte d'identité. C'est pas de simples mots. Ma carte d'identité, c'est la carte qui permet qui permet à quelqu'un de m'identifier comme Mauritanien. C'est pas simple. Vous voyez, ce ne sont pas des mots vagues, c'est des mots qui devraient avoir un sens. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe est totalement déplorable. Nous avons des gens qui peuvent être malheureusement pris par des policiers, contrôlés, torturés, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est ce qui arrive au jeune Omar Diop. C'est ce qui est arrivé à Souvi Wilshin, c'est ce qui est arrivé à un jeune homme en Adibou, malheureusement, je n'ai pas le nom en tête. Et c'est à peu près ce qui est comparable, qui était arrivé à Abbas Diallo, tué à bout portant, d'ailleurs, avec une balle sur le dos, on a parlé de légitime défense. C'est ce qui était arrivé à Lamine Mangane, là aussi, tué par balle. C'est ce qui est arrivé à Mohamed Lamine Abogué, tué par balle. Et à peu près l'ensemble de ces meurtres n'ont pas connu le début d'une affaire judiciaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'affaire, quoi. On considère que si la police fait, on peut le régler, soit quand les gens s'agitent trop, on peut penser le régler par du maslaha. Simplement, on discute un peu avec la famille, on fait des dessous de sable et puis le problème est réglé. Le problème est réglé, sauf qu'en attendant, il y a quand même quelqu'un qui a perdu la vie et il y a quelqu'un qui lui a arraché la vie et qui ne sera pas sanctionné pour ça. Et donc, ça ouvre la voie, bien sûr, à l'impunité. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver dans un pays. C'est que des gens se croient impunis. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne seront pas punis. C'est un problème lorsque l'État laisse entrevoir l'idée qu'on peut ne pas être puni quand on a posé un acte délictueux ou criminel. Mais si cela est possible, c'est bien parce qu'il y a eu des actes beaucoup plus graves que cela. Des officiers, des soldats ont été tués par des gens qui, aujourd'hui, sont même promus. On a des généraux qui ont été accusés par des témoins oculaires, des gens qui ont été eux-mêmes victimes, qui disent qu'un tel a torturé et a tué, et un tel a été soit nommé, M. Olmegert, avant d'être aujourd'hui élu député, avait été nommé, voilà. Et il y a une loi qui interdit ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire de parler de ces affaires-là. Il y a une loi d'auto-amnistie de ces militaires, sans doute effectivement proposée par des députés négro-africains pour la plupart d'ailleurs. Et c'est là où, vous voyez, le système est pervers. Mais en tout cas, une loi qui dit qu'il s'est passé quelque chose, des gens ont été tués au nombre de 513 militaires, sans compter les civils qui ont été tués entre 86 et 91. Toutes ces personnes qui se sont retrouvées dans les fosses communes de Sorimale, de Ouchi, toutes ces personnes qui ont été tuées le long de la vallée du fleuve Sénégal, toutes ces filles qui ont été violées, tout ça a été réglé par une opération très simple. On vote une loi, on dit, on oublie, on n'en parle plus et on appelle cela période d'exception. Et ces gens qui ont été à l'origine de ces meurtres continuent de circuler dans Nouakchott, nous rencontrer, narguer leurs victimes ou les ayants droit de ces victimes-là. Et ils sont couverts par une loi.
Donc, c'est un problème. On ne peut pas. C'est pour ça que je dis le faire nation ensemble doit passer par l'idée que d'abord, ce qui a été fait est mauvais. Et donc, on s'assied autour d'une table. Et c'est pour ça que nous, une des premières revendications que nous avions à l'époque, c'est l'idée d'une conférence nationale, comme on a pu le voir au Bénin ou dans d'autres. Au sein de quel parti? Il est Alors, important de préciser. moi, je suis le porte-parole de l'Alliance pour la justice et la démocratie, Mouvement pour la rénovation, AJDMR. Mais déjà, à l'époque, quand j'étais même membre du DFDR Nouvelle, puisque le mouvement auquel j'appartiens a d'abord été une sensibilité de l'UDIC, de l'IFDR Nouvelle, de AC, puis après de l'AJD et de l'AJDMR. Mais dans tous ces partis-là, la revendication principale que nous avons toujours eue, c'est assurons-nous autour d'une table, rouvrons les dossiers, parlons-en, dans l'idée d'abord de mettre la lumière autour de ces questions-là et d'avoir une commission d'enquête indépendante qui établisse les choses. Et puis simplement, on peut reparler peut-être de pardon, on peut le dépasser. Dans l'idée d'une justice transitionnelle. Et le but d'une justice transitionnelle, c'est toujours après de repartir dans ce que j'appelle le faire nation ensemble. Parce que tant qu'il n'y a pas de justice transitionnelle, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui mette la lumière sur les faits, qui dit qui a fait quoi, et qui dit qui a été victime de quoi, tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas passer, bien évidemment, à la construction d'une nouvelle nation. Ce n'est pas possible. Mais bien sûr que dans l'idée de reparler des problèmes qui existent en Mauritanie, il y a l'idée de parler de tous les problèmes qui existent en Mauritanie. Tu as défini au départ notre État comme un État féodalo, esclavagiste et raciste. Ouais, c'est ce que l'on entend très souvent. Mais c'est un fait. C'est un fait. Mais sauf que trop souvent, bien sûr qu'on parle de la question du racisme, parce qu'au quotidien, les violences meurtrières venant de l'État, elles viennent davantage axer la réflexion sur la question du racisme que sur la question de la féodalité. La question de l'esclavage, elle a été très médiatisée ces dernières années et il y a eu comme quelques avancées, ne serait-ce qu'au niveau de loi votée ou de la reconnaissance du fait. Mais par contre, la question de ce qu'on appelle d'ailleurs par un terme qui n'est pas tellement exact, la féodalité, puisque là aussi, on parle de féodalité, mais c'est bien plus grave. Parce que la féodalité, dans son histoire, c'est quand même très lié au simple foncier. Hein. Dans le mot féodalité, il y a le mot fief. Ce sont les seigneurs qui ont des fiefs, qui font travailler des serfs. C'est de là que vient l'idée de féodalité. Or, le cas mauritanien est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez cet aspect-là, effectivement, de gens qui, parce qu'ils appartiennent à une certaine catégorie de la société, ont un accès privilégié à la terre. Vous les avez. Mais quand vous rentrez que dans cette question-là, au Fouta, par exemple, vous allez souvent faire fausse route. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, j'appartiens à la catégorie des Torodo, dont vous pourrez penser a priori que ce sont des gens qui sont privilégiés. Si on prend ma ville de Kédi, moi, tout Torodo que je suis, je n'ai pas accès à la terre. Je n'ai pas de foncier. Par contre, le Tchetlo et le Tchubalo de Kédi et le Soninke de Gataga, c'est eux les vrais propriétaires terriens à Kédi. Et vous aurez des villages au Fouta où vous allez avoir la chefferie qui est par exemple le Tchubalo, c'est elle qui a plus de terre. Donc la question des injustices sociales ne peut pas être enfermée simplement dans la notion de féodalité, sauf à considérer que ce n'est pas la définition originelle qu'on retient, mais quelque chose qui est propre aux Mauritaniens. Parce qu'en définitive, ce que nous pointons du doigt en Mauritanie et qui est extrêmement grave, et que nous refusons malheureusement, on sommes un certain nombre à refuser de le voir, c'est qu'en Mauritanie, nous avons quand même une forme d'esclavage coutumier, nous avons des privilèges de naissance, nous avons un mépris social à l'endroit de gens qu'on considère inférieurs. C'est ça qui est grave. C'est l'essentialisation des appartenances catégorielles. Et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire de considérer qu'à un moment donné, à partir de ma naissance, je peux me sentir supérieur à quelqu'un. Ça, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus complexe que la simple question de la féodalité au sens européen du terme, au sens de gens qui ont des privilèges par rapport à la terre que d'autres. Parce qu'il y a la question de qui est susceptible, la question de la pureté du sang. C'est ça comme qui est grave. On peut considérer que quelqu'un ne peut pas diriger une prière parce qu'il appartient à une catégorie et parce qu'il n'a pas le sang qu'il faut pour. C'est ce mythe du sang qui est grave. Vous ne pouvez pas, par exemple, on a connu en Mauritanie
un monsieur qui a été nommé ministre, je tairai le nom, par pudeur, des gens se sont quand même mobilisés, ont été voir Maouya pour dire non, lui, il ne peut pas être ministre. Il ne peut pas. Et j'étais dans la presse à l'époque. Ce qui était grave, c'est qu'à l'époque, une partie de la presse indépendante, c'est-à-dire celle qui était censée quand même venir bousculer l'ordre établi, se moquait de lui en parlant d'un tel ministre, le tour du ministère en 90 jours, parce qu'il avait fait à peu près 90 jours. Et personne n'a vu la cruauté qu'il y avait dans la démarche des gens qui ont été voir Maouya pour dire mais celui-là ne peut pas être ministre. Et effectivement, il a été démis de ses fonctions ministérielles pour cette raison-là. Parce qu'il appartenait à une catégorie particulière. Démis par ses amis qui sont allés voir Maouya d'ailleurs, je pense. Tout à fait, des amis proches. Donc ça, c'est des faits graves. On ne peut pas faire nation avec ça. Ces questions, si on ne les met pas sur la table, on ne les règle pas. On ne peut pas faire nation. Donc, nous avons, aujourd'hui en Mauritanie, nous avons plusieurs communautés. Groupes, on peut appeler comme on veut. Mais si dans nos groupes aujourd'hui qui sont marginalisés, nous qui sommes marginalisés quelque part, nous qui sommes les citoyens de seconde zone, parce qu'en Mauritanie, il y a une mentalité qui prédomine, c'est-à-dire c'est d'abord la composante arabo-berbère ou arabe, qui se définit arabe aujourd'hui, qui est à la tête de l'État. C'est-à-dire que l'État est inféodé quelque part, bon, même si tu n'aimes pas trop l'origine du mot, l'État est quand même inféodé à ce qui existe. C'est pour ça que j'ai parlé de configuration sociale. Donc, les chefs terriens ou les autres, c'est par rapport à l'ego. Ils faisaient travailler d'autres gens, qui se valorisaient parce qu'ils faisaient travailler d'autres personnes, ainsi de suite. Aujourd'hui, pour la majorité des personnes qui sont dans les pouvoirs publics, la Mauritanie est d'abord un État mort. Ensuite, les autres composants viennent. Donc, est-ce que là, il n'y a pas un problème? Parce que nous-mêmes, Noirs, on ne veut pas qu'un certain Noir puisse aller devenir ministre. Est-ce que si un mort demain dit qu'il n'y a qu'un mort qui devient ministre, est-ce qu'on peut dire non? Donc, moi, je me demande quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez ce qu'on dit un peu de la logique de l'immigré. Je rentre et je referme la porte derrière moi. Ça, c'est une mesquinerie qui existe. C'est une mesquinerie bien humaine, malheureusement. Le propre d'une victime de l'injustice, souvent, c'est d'avoir la tentation de reproduire cette injustice sur quelqu'un d'autre. C'est classique. Vous vous souvenez, vous vous souvenez, non, j'espère que vous ne vous souvenez pas d'ailleurs, mais en tout cas, on connaît, par exemple, dans les situations d'esclavage en Amérique latine, on connaît la notion d'esclave de maison par rapport à l'esclave des champs. Voilà. Donc, la mentalité esclavagiste, la mentalité discriminatoire, elle s'arrange toujours à ce que les discriminés reproduisent eux-mêmes le système qui les discrimine. C'est la meilleure façon de le pérenniser. Donc, s'il n'y a pas à l'intérieur même de la catégorie négro-africaine qui peut se sentir discriminée, des clivages et des formes de discrimination, il est certain que la discrimination étatique ne résiste pas. Si jusque-là, les injustices qui sont faites aux négro-africains persistent, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, les négro-africains eux-mêmes sont injustes les uns vis-à-vis des autres. Et j'ai fait un constat, excuse-moi de te couper, j'ai fait un constat pendant les élections. J'ai vu que le parti, il y avait quand même plusieurs partis politiques. L'opposition en tant que telle ne favorisait pas la candidature de certaines personnes issues de certains milieux, alors que INSA reçoit tout le monde. Bon, c'est l'impression que j'ai eue. Bon, quand même, il y a toujours des morts qui sont en tête de liste. Je pense que ça, c'est la Fatiha. Il faut tout le temps des morts en tête de liste et quelques noirs après. Mais ces quelques noirs, ils ne les prenaient pas par le biais de la naissance ou autre, ils les prenaient parce qu'ils avaient une représentativité quelque part. Mais les partis d'opposition n'arrivent pas à prendre des gens pour les mettre. Parce que parfois, ils ont eux aussi leur lecture. Donc, quelque part, il y a un souci. Alors moi, j'avoue, pour avoir été moi-même très pris par la campagne ici, j'ai été un peu moins vigilant sur comment les choses sont pu se constituer à l'intérieur du pays. Mais j'entends bien ce que tu dis là, que sans doute, oui, le parti au pouvoir a peut-être trouvé l'intelligence, lui,
d'une lecture correcte des évolutions sociétales et donc de ne pas s'enfermer dans dans quelque chose qui pourrait lui être reproché. Et puis même, simplement de comprendre que finalement, il y a des gens, chemin faisant, qui même ne relèvent pas de catégories privilégiées, en tout cas de catégories traditionnelles privilégiées, bien en vue, sont quand même plus mobilisateurs. C'est son seul critère, c'est le succès, sans doute. Bon. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des autres partis. Alors, je sais que dans le mien, je ne suis pas sûr, hein, et je le dis en toute objectivité, hein, je ne suis pas sûr d'avoir été très souvent confronté au sein de la JDMR à cette question de discrimination de gens parce qu'ils viennent de telle catégorie sociale. Ou alors, si c'est le cas, comme vous le dites, c'est sûr que je commence par condamner pour rester cohérent avec moi-même, mais je n'ai pas été saisi de beaucoup de cas comme ça, en tout cas, au sein de la JDMR. Même si je sais que de manière générale, le fonctionnement naturel des gens en milieu négro-africain est souvent celui-là. C'est-à-dire, le réflexe des gens, c'est souvent de regarder les naissances, d'être très... et puis, nous venons de villages. Nous sommes issus de villages avec des logiques qui sont des logiques très rétrogrades. Donc, nous avons tendance, quelquefois, même inconsciemment, à le reproduire. Et s'il n'y a pas chez chaque militant sincère, en tout cas, cette alerte sur cette question-là, on risque de ne même pas l'avoir. Tellement c'est naturel chez les gens que des gens soient discriminés par leur naissance. C'est ça c'est la grande difficulté. Et c'est pour ça que je m'évertue souvent à revenir sur cette question-là. C'est pas pour faire mon intéressant. C'est parce que je sais que pour moi, avoir pendant aussi un certain temps manqué certaines choses, justement parce que quand on n'est pas soi-même victime de cette discrimination-là, ben, si on n'est pas très alerte, on risque de ne même pas l'avoir. Ou même avoir tendance à dire, mais de quoi les gens parlent? Ça n'existe pas. Mais en fait, parce que tu ne l'as pas vécu, mon coco, et que ça ne t'a pas touché, et que tu n'as pas eu ce type de réflexion, et qu'on ne t'a pas méprisé peut-être. Donc, il est compréhensible, ce que tu décris là, qu'effectivement, dans la désignation des candidats, que certains aient été écartés pour cette raison-là. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait banal en Mauritanie. Celui qui voudrait contester cela voudrait simplement fermer les yeux sur la réalité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en marche en Mauritanie, c'est que l'exigence de justice va être de plus en plus criante et que ceux qui ne voient pas qu'il y a un effort à faire à l'intérieur même des communautés négro-africaines pour que ces questions-là soient des questions discutées de manière décomplexée et qu'on puisse les poser sans que ça donne même l'impression que c'est un contraire. Enfin, le plus difficile là-dedans, c'est que quand vous vous engagez dans ce débat sur les discriminations de caste, si vous n'êtes pas très réfléchi, vous risquez de penser que c'est quelque chose qui peut retarder la lutte contre la discrimination produite par l'État. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça va de pair d'ailleurs. Ça va de pair, et je le dis, autant pour les gens qui sont issus de castes entre guillemets privilégiées que de castes moins privilégiées. Parce que souvent, ceux qui sont issus de castes privilégiées ont tendance à dire on nous retarde, le combat principal, c'est contre les discriminations de l'État. Et souvent, les gens qui, aujourd'hui, sont militants contre la féodalité, entre guillemets, vont pouvoir dire quelque chose de très bizarre aussi. De toute façon, tant que la question n'est pas réglée, on ne va pas s'attaquer à la discrimination de l'État. Non, dans les deux cas, on dit n'importe quoi. En réalité, ce combat est le même, parce que c'est le combat contre l'injustice, tout simplement. Il ne faut pas soi-même colorer le combat, alors même que notre but, c'est de lutter contre les discriminations épidermiques. Donc, il ne faut pas se dire, il ne faut pas qu'on s'attaque à la question de la féodalité, parce que si on s'attaque à la question de la féodalité, on risque de donner aux autres l'occasion de dire que nous sommes nous-mêmes injustes. Oui, nous pouvons être injustes et être conscients de notre injustice et vouloir régler cette injustice au fur et à mesure que nous nous battons contre l'injustice dont nous sommes soi-même victimes. Je ne sais pas si je suis clair, mais moi, ça me paraît d'une évidence telle que ce débat me paraît bizarre, il est surréaliste. On se bat contre l'injustice, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa couleur. Donc, que cette injustice, que je sois victime de cette injustice, ou que je la reproduise inconsciemment, ou selon mes traditions, ou selon ma culture, une fois que j'ai pris conscience de ça, je me bats pas à pas, en continuant à avoir comme objectif que l'injustice dont je suis victime doit disparaître, mais tout en corrigeant celle que je suis en train de reproduire, ou que sont en train de reproduire les gens qui me sont proches, tout simplement.
En tout cas, moi, c'est ma Donc, démarche. donc, on revient à la notion de citoyenneté. Les citoyens, l'individu qui vit dans un pays, qui a des droits et des devoirs, qui a une éducation. Mais aujourd'hui, il y a des groupes qui favorisent l'arabe, d'autres le français. Et on a vu même la supercherie de nos pouvoirs, des autorités, arabiser le pays, mais derrière, les enfants des tenants des pouvoirs publics ne sont pas dans ces écoles arabes ou dont le système est arabisé. Euh, Comment on peut faire nation ensemble? Est-ce qu'on doit prendre le français pour tout le monde? Est-ce qu'on doit prendre le français et l'arabe? Que doit-on faire? Moi, je pense qu'il faut déjà commencer par considérer que toutes les langues sont à apprendre et que toutes les langues nationales sont à mettre au même niveau. Déjà, si nous voulons faire nation ensemble, il faut que nous corrigions une discrimination qui existe au sein même de notre constitution. Que dit la constitution mauritanienne? Elle dit en son article 5, je crois, que en Mauritanie, il y a 4 langues nationales. On dit l'arabe, le pulaar, le soninké et le wolof. Alors, on oublie le bambara, c'est dommage, mais bon, ne serait-ce, arrêtons-nous là. Et ensuite, l'article 6 dit la langue officielle est l'arabe. Il y a un problème. Pourquoi? Au nom de quoi? Il y a 4 langues nationales, on en choisit une, on dit que c'est la langue officielle. Quel est le critère? 5 plus le bambara, je pense. Je ne sais pas si le Je pense bambara que est non, le considéré. bambara n'est pas cité dans la Constitution. N'est pas cité, d'accord. Non, c'est d'ailleurs un problème. Et le bambara est complètement exclu. Il y a les 4 langues nationales qui sont citées, c'est l'arabe, le pulaar, le soninké et le wolof. On considère qu'il n'y a que ces langues qui existent en Mauritanie. On a Soit. tout de même une forte communauté bambara en Ah, mais Mauritanie bien qui sûr, parle la langue bambara. et berbère aussi. Berbère, oui. Mais bon, ces communautés-là sont mises de côté. C'est déjà un premier problème. Deuxième problème, à considérer même que le constitutionnaliste a raison, il y a 4 langues nationales, qu'est-ce qui explique qu'on en discrimine 3 et qu'on en élise une comme la seule langue officielle? Au nom de quoi? Bon, donc c'est déjà un premier problème qu'il faut corriger. C'est soit on considère que toutes les langues nationales sont officielles pour justement introduire une égalité de droit, parce que officialiser des langues, ça veut dire exiger de l'administration qu'elle puisse s'adresser à tous les citoyens dans leur langue et donner droit aux citoyens de pouvoir s'adresser à l'administration dans sa propre langue maternelle. Or, ce droit-là, il est réservé aujourd'hui exclusivement à l'enfant arabe. Au Mauritanien arabe, lui, seul a le privilège d'utiliser sa langue maternelle pour échanger avec l'administration. Lui seul peut se retrouver dans la situation où un concours est organisé dans sa propre langue maternelle. Mais c'est quand même une rupture de droit terrible. Au nom de quoi on ferait ça? Soit on considère qu'il n'y a pas de langue officielle, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de langue officielle. Ce n'est pas une obligation d'avoir une langue officielle. C'est-à-dire proclamée. Il n'y a pas besoin de dire dans la Constitution. Il y a des pays où les langues compétissent et puis finalement, il y en a une qui s'impose. De fait. Mais lorsque vous vous adressez à l'administration, vous pouvez choisir de vous adresser à elle selon la langue que vous voulez et puis elle vous répond dans cette langue-là. Moi, ma vision des choses, c'est qu'il faut officialiser toutes les langues nationales. Mais C'est-à-dire, concernant l'arabe, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation quelque part? Il n'y a pas une tentative, ou bien je pense même que ce n'est pas une tentative, c'est réussi d'endormir les citoyens pour, je vois un commentaire où l'arabe est la langue de l'islam. L'arabe, nous sommes un pays musulman. Et certains vont même jusqu'à dire que nous sommes un pays arabe. Moi, mais, oui, nous sommes un pays arabe, certes, mais nous sommes aussi un pays peul, un pays soninké, un pays wolof, un pays bambara, un pays berbère. Non, mais vous voyez, c'est assez ridicule cette façon de présenter les choses. La langue arabe est la langue de l'islam, oui et non. Ben, c'est la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aurait été soninké, ben, la langue soninké aurait été la langue de l'islam. Aujourd'hui, quand vous allez au Fouta, ben, l'islam est enseigné, les tafsirs sont faits en pulaar, hein. Ils ne sont pas faits en arabe parce qu'ils sont moins musulmans. Non, vous voyez. Et puis même, la langue de l'islam, ok. Et après,
Une fois qu'on a dit ça, ça dit que les gens qui n'ont pas la langue arabe comme langue maternelle ne sont pas musulmans. Ça voudrait dire que si demain, moi, je ne voulais pas utiliser la langue arabe, je cesserais pour autant d'être musulman. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas quelle est ma religion. La question, c'est quel droit j'ai dans mon pays. Est-ce que j'ai le droit d'avoir avec l'administration un dialogue dans une langue que je comprends? C'est ça la question, elle est pratico-pratique. La preuve, c'est que l'islam est la langue de l'arabe est la langue de l'islam, comme dit ce monsieur ou cette dame. Moi, je ne vois pas les commentaires d'ailleurs. Mais les gens qui ont fait en sorte que la langue arabe devienne la langue officielle, tu l'as dit tout de suite et c'est une réalité. La plupart d'entre eux envoient leurs enfants à l'école française. Est-ce qu'ils ont cessé d'être musulmans? Donc, vous voyez bien que en réalité, c'est un usage qu'on a fait de cette langue, au détriment d'ailleurs des Maures, certains Maures eux-mêmes, parce que peut-être qu'on aurait mieux fait d'enseigner l'hassania que l'arabe littéraire, puisque les Mauritaniens, ils parlent hassania, ils ne parlent pas l'arabe littéraire dans même à la télé. Hein. Et les ministres, quand ils vous disent je suis en train de parler arabe, ils parlent 90%, leurs mots sont plutôt la hassania que la langue arabe littéraire. Ouais. Donc, à un moment donné, quand les gens disent on impose la langue arabe comme seule langue officielle, ils font du tort à ceux qui ne sont pas arabes, qui n'ont pas l'arabe comme langue maternelle. Et par ailleurs, eux-mêmes font un double jeu en envoyant leurs enfants faire une formation dans une autre langue que la langue arabe. Donc, il y a là un vrai problème. Alors, moi, je suis pour l'officialisation de toutes les langues nationales, parce qu'une fois qu'on les a officialisées, ça a pour conséquence qu'on oblige l'éducation nationale à introduire ces langues comme langue de l'enseignement. Ça oblige l'administration de pouvoir dialoguer avec les Mauritaniens dans les langues qu'ils veulent. Je prends l'exemple du paysan qui est au fin fond du Guidimacha, qui ne parle ni arabe, ni pulaar, ni wolof, ni français, mais qui a été alphabétisé dans sa langue soninké et qui souhaite adresser un courrier au gouverneur, ben, il devrait pouvoir le faire dans sa langue soninké. Et le gouverneur, même s'il n'est pas soninké, même s'il ne parle pas soninké, et d'ailleurs, dans l'idéal, si les langues nationales sont officialisées et introduites à l'école, il y a de fortes chances que ce gouverneur-là parle le soninké, voilà, puisqu'il l'aura un peu appris à l'école, et il répondrait à ce paysan-là dans sa langue soninké. C'est tout. C'est une question pratique. C'est pas du tout, c'est pas qu'idéologique. C'est quelquefois une question pratique. Nous avons tous connu des situations où des gens qui pourraient être nos pères, nos mères ou même nos propres parents sont obligés de passer par nous pour qu'on leur écrive des courriers, des lettres, et dans lesquels vous apprenez leurs secrets. Vous apprenez des choses que vous ne voudriez pas savoir de vos parents ou de vos voisins parce qu'ils sont... Mais c'est terrible. Alors que si les langues nationales étaient officialisées, l'alphabétisation, y compris des gens âgés dans leur langue nationale, est beaucoup plus facile. Et donc, il y a au moins une chose qu'on pourrait régler là, c'est simplement le droit des gens à pouvoir utiliser leur langue pour s'adresser à l'administration et à être autonome en plus dans cette adresse à l'administration, à ne pas pouvoir forcément recourir à d'autres gens. C'est aussi simple que cela. Effectivement, je comprends cela. Aujourd'hui, si, parce que je vois des gens qui souhaitent d'être président, tout ce qu'on souhaite à la Mauritanie, c'est d'avoir un président compétent, c'est d'avoir un président qui est ouvert au monde, c'est d'avoir un président qui appelle à l'unité. Est-ce que tu penses que l'unité nationale est un mot galvaudé, est un mot qui est rabâché à tout bout de champ, qui n'a pas un sens? Non, ça a un sens parce que, vous savez, c'est de la rhétorique. Sur ces grands mots-là, c'est de la rhétorique. L'unité nationale, je ne vois pas comment on peut avoir une unité nationale. La seule chose, c'est, comme je l'ai dit, comment faire nation ensemble. Parce que la nation, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, oui, autour de quelque chose. Parce que là, aujourd'hui, tous ceux qui parlent d'unité nationale, parlent d'unité nationale sans réfléchir à ce autour de quoi nous serions unis. Autour de quel projet? Qu'est-ce qui me donne, moi, aujourd'hui, envie, en Mauritanie, d'être unis avec les autres?
Dans la situation actuelle, j'avoue, rien. Pourquoi je devrais avoir envie d'être uni avec Oulmeguet, dont quelques personnes sorties d'Inal disent qu'il a tué un officier négro-africain et qu'aujourd'hui, il circule en toute liberté. Qu'est-ce qui me donne envie d'être uni à lui dans le cadre d'un pays? Rien. Rien. Vous voyez? Donc, l'unité nationale devient effectivement de la rhétorique lorsque le projet d'unité n'est pas autour de quelque chose que tout le monde comprend, parce que tout le monde y a réfléchi ensemble, parce que nous l'avons imaginé ensemble. Imaginer ensemble un pays, d'autant plus que la Mauritanie, comme je l'ai dit avant, est un pays jeune, c'est une nation jeune, et que, en tant que nation jeune, tout est à construire, et on ne peut pas la réussir si ce n'est pas une co-construction. Or, en Mauritanie, ce n'est pas une co-construction. On a imposé une vision du pays à des populations qui peut-être, elles, avaient autre chose à défendre comme vision, mais qui n'ont jamais eu la chance, en tout cas, d'être autour d'une table, de discuter ensemble de ce que nous imaginons être pour nous, notre Mauritanie commune, tout simplement. Dada parlait à l'époque de la Mauritanie comme pays charnière entre le Maghreb et l'Afrique noire. Oui. Et de la Mauritanie, comme d'ailleurs en reprenant le poème dans certains des loups, hein, le blanc de l'œil et le noir de l'œil, unis ensemble, je vois la Mauritanie où il n'y a de noir et de blanc que pour les anthropologues et les sociologues. Franchement, quand on regarde la Mauritanie d'aujourd'hui, on a juste envie de dire que Dada était très ambitieux sans doute, mais surtout très poète, quoi. Parce que finalement, ce que lui-même a produit comme pays, c'est pas ça. C'est pas ça. La Mauritanie aujourd'hui, c'est pas blanc et noir unis, au contraire. Au contraire, on aurait souhaité, mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie. On a aujourd'hui un pays où les gens ne regardent pas dans la même direction. Un pays qui existe certes, où les gens voudraient effectivement peut-être vivre ensemble, mais en tout cas, on ne construit rien ensemble en Mauritanie aujourd'hui. Nous vivons, certains victimes de discrimination, d'autres certainement privilégiés. Alors maintenant, soyons justes, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a la communauté Maure qui est aujourd'hui en train de construire une chape de plomb sur la communauté négro-africaine. Ce serait trop simple. En tout cas, il y a un système, effectivement, qui privilégie, de par même ce que nous avons décrit avant, rien que sur l'exemple de l'éducation nationale, sur l'exemple de l'officialisation de l'arabe, de fait, vous avez forcément les gens appartenant à la communauté arabe qui sont privilégiés, de fait. Et quand vous voyez aussi l'action politique des gouvernants, les nominations, les concours, ben cette discrimination devient de plus en plus flagrante. Mais même s'il n'y avait pas une volonté de nommer que des gens qui sont issus de la communauté maure, la simple discrimination des langues négro-africaines, le rejet de plus en plus flagrant du français parce qu'on sait que les cadres négro-africains sont majoritairement formés dans cette langue, ne peut avoir pour conséquence que de favoriser les cadres arabes parce qu'ils sont formés dans la langue qui est celle des concours, qui est celle des recrutements. Forcément. Donc, c'est une discrimination de fait. Et c'est ça qu'il faut corriger. Je ne t'entends plus. Oui, tu m'entends là. Est-ce que l'arabe permet de développer un pays? Parce que la plupart des pays arabes utilisent l'anglais ou même le français à bien des égards. Donc, Non, mais moi, est-ce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'implanter une discrimination socio-linguistique, mais aussi culturelle? tu es cruel quand même avec nos langues. Non, parce que quand on dit l'arabe, la langue de l'islam, l'arabe, la langue du Coran, l'arabe, c'est quand même très manipulateur. C'est pour dire il n'y Complètement. a pas débat. C'est pour dire il n'y a Complètement. pas débat. Alors Oui. que toutes les langues se valent. Non, non seulement elles se valent, c'est pour cette raison-là que je pense qu'effectivement, oui, on peut développer un pays avec l'arabe, on peut développer un pays avec le wolof, on peut développer un pays avec le bambara. Pour moi, la question n'est pas forcément le support linguistique. D'ailleurs, je pense que plus on a de langues dans un pays, mieux c'est. C'est-à-dire que dans le cadre de la formation, l'enfant
moi je ne suis pas linguiste, mais tous les linguistes vous le diront, l'enfant, plus il est jeune, plus il peut apprendre de langue. C'est-à-dire que son cerveau est prêt à apprendre le maximum de langues possibles. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir plusieurs langues de formation, même de recourir à des langues étrangères, d'apprendre le chinois demain, d'apprendre le hongrois et que sais-je encore. Le problème, quand nous défendons la langue arabe en Mauritanie, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est la langue ou c'est qu'elle véhicule de besoin, de référence à quelque chose de très passiste? Et c'est ça qui est gênant là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fantasme autour de l'arabe, lorsque ces gens vous disent c'est la langue du Coran, c'est la langue de l'islam, déjà c'est la langue certainement dans certains islams, d'une vision moyenâgeuse de la société, c'est ça qui est valorisé. Là où l'islam, lui, est moderne. Ce qui est valorisé en réalité, très souvent, vous avez ça d'ailleurs dans le milieu arabe, pas seulement en Mauritanie, c'est que les gens, quand ils font référence à ce qui est valorisable de leur point de vue dans l'arabe, ça renvoie plus à la jahiliya qu'à l'islam en réalité. Ça renvoie plus à une image qu'on se fait de l'arabe moyenâgeux, même antique, bédouin, ainsi de suite, que précisément le prophète a combattu avec une vision moderne de la société au 7e siècle, que la vision prophétique elle-même. C'est ça la réalité, parce que si c'était la défense du message que le Coran a amené, le Coran dit bien que ce qu'il défend, c'est la diversité des langues. Ça, c'est la vision coranique, c'est la diversité des langues, c'est pas l'inverse. Donc, qu'est-ce qui fait qu'alors même qu'on fait référence au Coran, on fait référence à l'islam, on impose l'arabe. Autre problème dans la façon de faire ce choix, c'est qu'on rejette le français au nom du rejet du pays colonisateur. Or, dans la façon d'imposer l'arabe comme seule langue officielle, on singe précisément le pays colonisateur. Ça, c'est la France, ça. L'idée qu'il faut qu'il y ait une seule langue et qu'il faut rejeter toutes les langues régionales, c'est la France. Donc, tout en prétendant rejeter le français au nom du rejet du colon, en réalité, on est en train de singer le français dans sa vision de la construction d'un État, de la construction d'une nation, de la construction d'une administration. Non, c'est un peu le jacobinisme français. C'est exactement ça. Moi, je suis dans une des rares régions de France où encore il y a une langue locale qui existe, l'alsacien. Mais dans toutes les autres régions de France, on a tué les dialectes, enfin ce qu'on appelle les dialectes de manière très méprisante, on a tué les langues régionales au nom de l'uniformisation. Et c'est précisément ce qu'on est en train de faire en Mauritanie. C'est-à-dire qu'on est doublement dans l'hypocrisie. Premièrement, on dit, utilisons l'arabe seul comme langue officielle parce que c'est la langue de l'islam. Or, le Coran dit précisément que la diversité des langues est le signe même de l'existence de Dieu. Donc, que défend-on en réalité? L'islam? Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'en disant cela, on va contre le Coran. Le Coran dit que la diversité de nos langues et de nos couleurs de peau est le signe même de la présence de Dieu. Ça, c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi, c'est le Coran. Donc, quand les autres nous disent l'arabe, il faut l'imposer parce que c'est justement la langue de l'islam, en tout cas, ils disent quelque chose qui est contraire à ce que le Coran lui-même a dit. Donc, on se retrouve face à une bataille idéologique, parce que ce sont des idéologies qui se confrontent. Et même aujourd'hui, une grande partie de la jeunesse arabe, si on peut dire ainsi, moi je préfère dire la jeunesse maure ou hassanophone, pense qu'on doit valoriser. Un député même s'est permis de dire à l'Assemblée, le français, on ne veut pas du français. Alors que non. C'est une grosse hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Moi, j'ai été confronté dans les années 96-97 à un ministre à l'époque, porte-parole du gouvernement, qui faisait des points de presse à l'époque avec les journalistes, où je pose ma question en français et il me répond en arabe et je dis, je suis désolé, je ne comprends pas, pouvez-vous me répondre en français pour que je comprenne votre réponse? Et qu'il me dit, non, vous êtes dans un pays arabe, apprenez l'arabe. Bon, il me dit ça en arabe, bien sûr que j'ai compris vaguement ce qu'il me dit, apprenez l'arabe.
c'est comme ça, je suis un ministre de la République islamique de Mauritanie, je ne vous répondrai jamais en arabe, alors que moi, je voyais bien qu'il prenait ses notes en français, puisque ça, c'est très facile à voir, il prenait ses notes en écrivant comme ça. Voilà. Ouais, Vous voyez? c'est quand même Donc, compliqué. c'est l'hypocrisie à tous les niveaux et c'est la contradiction à tous les niveaux. Ça ne fait pas, on ne fait pas une nation avec de la rhétorique, des contradictions et de l'hypocrisie. On fait une nation d'abord en partant du fait que l'ensemble des composantes de cette nation doivent concourir à la construire. Et c'est ça mon idée de faire nation ensemble. C'est vraiment l'idée de faire d'abord avec. C'est pas seulement qu'une nation a été faite, vivons à l'intérieur ensemble. C'est pas ça mon idée. C'est une idée, c'est faisons nation ensemble. J'hésitais à dire refaisons parce qu'elle n'a jamais été faite de mon point de vue, cette nation. Donc, c'est faire nation ensemble. Pour moi, c'est l'idée vraiment de se mettre autour de la table et de dire que voulons-nous. Nous n'étions pas obligés d'être ensemble dans un pays, hein, puisque des gens avaient une autre vision. Aujourd'hui, la preuve d'ailleurs, c'est que vous voyez, le mouvement Maïs qui dit maintenant séparons-nous, reste maintenant à voir les termes de cette séparation. Il y a des choses sur lesquelles mon ami Sirekan sait que nous avons un vieux débat sur ce qu'il entend par là, mais quand même, ça a une vertu au moins, c'est de montrer que là, il y a un problème. Que nous ne sommes pas... C'est pas une évidence hein, d'être dans un même état. On peut penser les choses autrement. Mais par contre, si nous décidons que nous sommes dans un même état et que nous sommes dans une même nation, l'idée quand même, c'est que cette nation soit une construction commune. Pas une construction de certains qu'ils imposent à tous. Merci beaucoup, Babacar. Là, je vais te laisser faire un résumé en poulard, parce que ici, on fait la promotion des langues nationales ensemble. Donc, je pense que tu es plus à l'aise en poulard si c'était en Soninké on allait proposer, ou en Hassania, ou en arabe même. Donc, je te Ouais. laisse faire un Disons résumé. que sur ces questions-là, être très à l'aise en couleur n'est pas chose aisée, justement, mais Ah quand oui, même, oui, effectivement. je vais essayer de me résumer. Non bandiraɓe on calminama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere ko renndinen ɗo hannde ko e miiraɗo Souleymane Sidibé ko yidde yeftide tan e ko konngol ngol kewnomi huutorade e ndeer élection ji ɓennuɗi ɗi e wondene ko mbiyata tubankore faire nation ensemble. Faire nation ensemble noon e yiyandam min so tawi en piri ɗum e français firtat tan ko maade taw koye dow dental gurdam meɗen e nder leydi ndi leydi ndi gootiri yiyande wootere min noon ɗo mbiyammi fewnude leydi meɗen fewnude enen leydi meɗen taw ko enen gondi hen ko ɓuri hen himmude ko fewnude nde sabu leydi ne wawi fewnede ha gasa taw fewnude ɗum ɓe ne jogui yiyande mumen garta mbiyamo nden gaare gurden nen 2019 nde yimɓe mbaɗata élection présidentielle nde en teskito minen konngol min kewno hutorade ko vivre ensemble woni wurdude kaɓɓodiral dow e gurdi ɗum ɗon hewno hutorede min mbaɗa sikku wurdude nde tan e ɗo banggam ɗo ene ɗeɓi famɗude seeɗa sabu wurdude ne weeɓi eyyi kono en mbawi wurdude taw wurduɓe ɓe won ɓurɗo goɗɗo walla won fawɓe to woɓɓe min mbaɗa sikki ɓurɗo poɗɗen ardinde ko mahtade enen koye meɗen leydi meɗen taw seɗen gurda tan koye pepal ko ɗum woni yiyande nde e dow ɗum ɗon noon ene sohli jiyan kala caɗele gonɗe e nder leydi ndi caɗele ɗe kadi ɗe keewi eɗen gandi ɗen jogui caɗele leñamako nder leydi ndi laamu ngu no wurdori ni banggue goto jaggui hen fawi hen wadde enen jogui aussi caɗele e nder dente meɗen enen koye meɗen e nder leƴƴi meɗen enen ɓaleɓe ɓe ganduɗa ne waɗi yimɓe ɓe ganduɗa ko ɗawaɓe sabu wonde ɗumen ɗum ɗo walla wonde ɗum wiyede ɗum ko jomum ko maccuɗo walla wiyede jomum ko bayal walla jomum ko sakke ainsi de suite ɗum ɗo fof ko gueɗe poɗɗe wawde yewtidede e nder miijo ngo mbiyatmi wawde mahtade leydi ndi leydi ndi wawa mahtede gaga goto e meɗen fof yurnitake caɗele gonɗe e muɗum taw ɗum haɗata hen haɓade caɗele pawiɗe meɗen taw caɗele ɗe gumori ko laamu ko ɗum ɗon wonno miijo ngo mataw ɓurmi wawde haala ɗum koye tubankore kono noon ne moƴƴino tan yimɓe tonga ɗum seeɗa e pulaar o on calminama on jurama A jarama Babacar. jarama merci beaucoup. Okay.